Le luxe français fascine, fait rêver ou perdre la raison. Vêtements, bijoux, accessoires, les créations de luxe se vendent à prix d'or, d'un bout à l'autre de la planète. Mais où, comment et par qui ces objets tant désirés sont-ils créés, fabriqués? Au sein d'ateliers souvent tenus secrets, nous avons choisi de rencontrer des artisans qui conçoivent 4 produits emblématiques du luxe made in France. Le carré Hermès, le sac 2,55 de Chanel, les bottines Weston et la bague lien du joaillier Chaumet. De l'artisanat d'art à l'industrie, les métiers du luxe conjuguent le travail manuel et les technologies de pointe. Ces savoir-faire sont au cœur du défi majeur du luxe à la française. Comment satisfaire une demande croissante tout en préservant une exigence de qualité? Le luxe se veut un éloge du temps. La première étape de notre voyage est celle de la conception de ces 4 objets. Le carré Hermès, cette figure géométrique de 90 cm sur 90, est devenu un symbole du luxe français depuis sa naissance en 1937. Comme tout objet de luxe, le carré doit recéler une dimension créative et de nombreux artistes en ont dessiné. La naissance d'un nouveau carré de soie est un long cheminement artisanal qui s'étend sur près de 2 ans. Je travaille pour Hermès depuis 1979. L'aventure a commencé tout à fait par hasard. J'ai sonné à la porte et j'ai proposé mes aquarelles. De fil en aiguille, un carré, j'en ai fait un deuxième, un troisième, et puis voilà, je suis toujours là. L'histoire de la promenade de Platon, je mets en exergue justement toute la beauté du sport quand elle est accompagnée par l'esprit en même temps, et puis la découverte de la nature. De choses très intellectuelles, j'en ai fait quelque chose de très simple. Ce petit croquis-là, c'est vraiment le tout départ de la mise en forme du carré. Nous avons un réflexe Hermès. Il y a quelques règles à respecter. Un langage jamais heurtant, pas de choses choquantes. Tout ce qu'on a à dire doit être réfléchi. Pour séduire sa clientèle internationale, Hermès évite de choquer les sensibilités et l'artiste a dû accepter de modifier son dessin. La promenade de Platon, il y a eu des petites choses à aménager. Il y avait des personnages nus, complètement nus. Donc là, c'était un peu difficile. Il fallait les habiller. La petite danseuse, pareil, je lui avais montré les jambes pour vous faire comprendre qu'il faut rester simple pour d'autres pays. Donc j'ai mis un voile, on distingue les jambes, mais pas trop. Il faut être doux, hein. La soie est douce, donc il faut travailler en douceur. Les amateurs s'en rendent compte puisqu'ils achètent. Une fois terminé, on l'envoie à la gravure et il ne m'appartient plus. C'est en région lyonnaise que le dessin d'Annie Fèvre est adapté afin de pouvoir être imprimé sur étoffe. Je m'appelle Nadine, je suis dessinatrice en photogravure. Sur une série de papier calque, Nadine reprend d'abord les contours de chaque forme. Ainsi sertis d'un trait de plume, les motifs resteront parfaitement lisibles une fois imprimés. En moyenne, pour un carré, il faut souvent 7 à 800 heures de travail. Une fois le contour terminé, je vais venir faire toutes mes couleurs les unes après les autres, en partant toujours de la plus foncée à la plus claire. J'en mets une, après je mets un autre papier, j'en fais une autre, et ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai réalisé mes 33 couleurs. Comme pour la technique du pochoir, c'est dans ces zones noires que les couleurs prendront place lors de l'impression. Le plus difficile dans mon travail, c'est de vraiment respecter la maquette, c'est-à-dire de la reproduire le plus fidèlement possible.
Notre voyage se poursuit avec la genèse de la bague Lien, Chaumet. La haute joaillerie, c'est le règne du fait main, du sur-mesure. Et chaque bague de la nouvelle collection Lien est une pièce unique. Je suis Pascal Bourdaria, 12e chef d'atelier de la maison Chaumet. J'ai commencé comme apprenti dans la joaillerie et ça fait 35 ans que j'exerce ce métier. Quand on reçoit le dessin du studio de création, c'est une découverte puisqu'on ne l'a jamais fait et donc il y a un petit temps de réflexion par rapport à ce qui nous est soumis. Déjà, on peut apprécier la qualité de l'idée qu'on nous propose. On prend le temps qu'il faut pour déjà réfléchir à ce qu'on va faire, dans quel ordre on va le faire, et ce que ça veut dire pour nous, quoi. Quelles sont les recettes qu'on va utiliser, quels sont les systèmes qu'on va fabriquer, etc. Parce que c'est important, dans cette première étape de création, de voir si c'est réalisable, s'il va y avoir des difficultés bien précises qu'il va falloir franchir. Et comme nous, on aime bien mettre du diamant partout, il va falloir qu'on fasse des éléments rapportés pour que le montage à la fin soit conforme au dessin qui nous est proposé. Donc je prends mon temps. Des fois, je réfléchis un peu aussi en dormant, parce que la nuit porte conseil. Il faut savoir que c'est pas le fait d'acheter une pierre et d'avoir du métal à l'atelier qui fera la bague Lien. Forcément, il y a une recherche en amont qui passe par la création, qui passe par les archives, qui passe par l'histoire de la maison et tout ce qui a déjà été fait. Un nouvel objet de luxe se doit de conjuguer l'innovation et les traditions de la maison qui le conçoit. Chez Chaumet, place Vendôme, fondée en 1780 par Marie-Étienne Nitto, Béatrice de Plainval est en charge du patrimoine. Pour nous, la conservatrice remonte jusqu'aux origines du joaillier. C'est à l'occasion du sacre de l'empereur et du couronnement de Joséphine que Nitto a relancé la mode du diadème. Et le grand tableau du sacre peint par David, qui est exposé au musée du Louvre, révèle parfaitement cette naissance de la joaillerie parisienne. Bien, je vous présente nos deux plus grandes ambassadrices, nos deux plus grandes clientes, l'impératrice Joséphine, la première épouse de l'empereur Napoléon Ier, et l'impératrice Marie-Louise, pour laquelle on va réaliser les bijoux les plus extraordinaires avec les joyaux de la couronne de France. Nitto fut le joaillier attitré de Napoléon Ier. Et Chaumet détient un fonds unique dans l'histoire de la joaillerie. Des collections exceptionnelles de diadèmes, mais aussi des archives qui regroupent 1 demi-million d'esquisses et de gouaches. Plus de 3500 diadèmes ont été réalisés depuis la création de la maison. Ici, c'est un diadème en diamant et platine. Et à côté, c'est un collier Lien qui est tout à fait la source d'inspiration de notre collection Lien. Ces collections recèlent de tous les codes d'une maison et ces codes sont des tremplins créatifs à chaque période, à chaque mode. Avant de se lancer dans la fabrication d'un nouveau bijou, Pascal Bourdaria se replonge généralement dans cette collection d'archives empreintes du savoir-faire de la maison. J'ai préparé pour toi la légitimité de ce thème qui se développe en bague de haute joaillerie. Alors ici, on retrouve ces liens, ça c'est 1900, 1905. Il y a un message forcément. Le lien, c'est l'union, c'est l'affection, c'est l'amour, c'est la tendresse. Le style Chaumet, je pense qu'il est intemporel en fait. Voilà, parce que tous les ans on change les modèles, tous les ans on essaye de s'adapter au style de la femme. Il y a 230 ans d'histoire, il y a des archives. Faire des bijoux chez Chaumet, c'est compliqué. C'est pas juste prendre des pierres et un bout de métal. Ça s'inscrit toujours dans une logique, dans une histoire, dans une collection. Le métier de joaillier tel qu'il est pratiqué en France nous emmène vraiment vers la haute joaillerie. C'est-à-dire qu'on a une façon de travailler qui est unique au monde. On a des techniques très pointues pour être léger, pour être
esthétique, pour mettre bien les pierres en valeur, pour trouver des mécanismes très intelligents. C'est tout ce travail-là qui a fait la notoriété et qui l'a fait encore aujourd'hui de la haute joaillerie française. Même lorsqu'il n'est pas une création nouvelle, la conception de l'objet de luxe demande du temps. Ainsi en est-il des bottines J.M. Weston, un chausseur 100% français, comme son nom ne l'indique pas. L'objet de luxe se doit d'être durable, et chez Weston, cet enjeu repose sur le savoir-faire d'artisans concevant des souliers qui durent toute une vie, quitte à les ressemeler après avoir parcouru des milliers de kilomètres. Installé dans la région de Limoges, Weston conçoit toujours ses semelles selon un procédé artisanal qui n'a pas varié depuis le 19e siècle. Dans la dernière tannerie d'Europe à employer des méthodes anciennes, on laisse le temps faire son œuvre. L'un de ces artisans tanneurs nous l'explique. Je m'appelle Jean-Claude Pirard et on est au Moulin Follet, donc dans la tannerie Bastin, qui est la propriété de Weston aujourd'hui. C'est une tannerie très ancienne. C'est du tannage végétal, 100% naturel, à base de bois, comme il se faisait autrefois, donc en 1806. Il n'y a eu aucun changement au niveau de la fabrication. Suivez-moi, on va faire le tour. Ici, vous avez, on peut dire, une chaussure en pièces détachées. Nous, ce que l'on va travailler, c'est la semelle qui va porter sur le sol, hein, la semelle d'usure, quoi. Et la partie intérieure de la chaussure, la première, donc, où va reposer le pied. Pour la semelle, il nous faut un cuir très épais, donc on va utiliser la race cimentale. Il faut savoir que nous, ici, pour Weston, on va travailler que le croupon, la partie noble de la peau. C'est-à-dire que c'est la partie où les fibres sont les plus denses, les plus serrées. Donc c'est là qu'on va obtenir la meilleure qualité pour la semelle. Une fois dessalées et épilées, les peaux sont immergées dans une succession de bassins de tannage afin de devenir imputrescibles. C'est au cours de ce long parcours que peu à peu, la peau deviendra du cuir. Première étape de tannage, c'est une série de bassins. Les peaux vont être plongées dans du tanin, c'est-à-dire de l'extrait de châtaignier et de l'extrait de quebracho, un arbre d'Argentine. Et cette étape va durer une quarantaine de jours. Les peaux sont ensuite assouplies dans d'immenses foulons de bois, puis coupées en deux d'un geste sûr, à la serpe, avant d'être enterrées dans des fosses. Elles y sont placées entre deux épaisseurs d'écorce de chêne pendant 8 à 12 mois, pour subir un tannage très lent. Déterrées, les pièces de cuir repartent dans d'autres foulons pour y être nourries à l'huile de foie de morue. Les insectes ont toujours été l'ennemi du tanneur, et c'est avec une astuce à l'ancienne qu'on s'en débarrasse. Dans cette pièce, on garde les toiles d'araignée, c'est pour détruire les mouches. Les mouches volent aux huîtres, elles vont se poser dans les toiles d'araignée, l'araignée détruit la mouche. Voilà, tout simplement. C'est une destruction naturelle. Le cuir est maintenant aplati sous un énorme marteau-pilon de 10 tonnes de pression. Un vestige de l'archéologie industrielle, aussi bruyant qu'efficace pour finir d'imperméabiliser les cuirs. Les peaux traitées pendant de longs mois sont désormais des cuirs destinés aux semelles Weston, aptes à rejoindre la manufacture. J'aime beaucoup ce métier parce que c'est vrai que la transformation de la peau en cuir, c'est quelque chose de magnifique. Et quand on voit le produit fini, c'est vrai que c'était tout à fait intéressant et valorisant.
S'il incarne le savoir-faire, l'histoire et les traditions d'une marque, l'objet de luxe peut également être une création ancienne que l'on fait évoluer. Imaginé en 1955 par Coco Chanel, le 255 fait partie des rares sacs à main signés par un créateur de mode qui soit devenu intemporel. Le sac 255 est mythique parce qu'il a été porté par toutes les femmes. Ça va de Jackie Kennedy en passant par Elizabeth Taylor et toutes, enfin elles ont toutes porté. Là, on vient de retrouver une photo de Brigitte Bardot. La semaine dernière, on a retrouvé une photo de Catherine Deneuve, de 62, avec ce sac. Elles sont toutes jeunettes, hein, elles sont... C'est vraiment émouvant. J'en ai un d'aujourd'hui. Karl nous l'a fait en cuir vieilli. Grâce à la créativité de Karl Lagerfeld, il a su le faire évoluer dans ses couleurs, dans ses matériaux. Son talent, c'est d'avoir su moderniser ces éléments qui sont typiques du style Chanel. C'est dans une immense manufacture située en Picardie que le sac est façonné. Sa conception conjugue fait main et haute technologie. L'impératif de qualité est maîtrisé par les artisans dès le début du processus. C'est en blouse blanche et dans une ambiance de laboratoire qu'ils soumettent les cuirs destinés au 255 à une batterie de contrôle. Nous sommes au début de la conception du 255. Tout commence là, sur les peaux, à plat. Il s'agit de peaux de veau. Mon travail consiste à contrôler le cuir. Donc nous utilisons une pige afin de contrôler l'épaisseur. On cherche le petit défaut ou le gros défaut. Nous avons une référence cible, couleur, brillance et niveau de fripé. On regarde sa tenue, si sa tenue est excellente. Là, nous avons l'exemple d'une peau avec une partie qui a été enlevée au moment de sa conception, qui va signifier le déclassement de cette peau. Le contrôle de la matière première se poursuit avec Lydie, qui soumet le cuir à des tests de résistance à l'humidité ou encore au déchirement. Vendus sous les tropiques ou en Russie, ces sacs doivent évidemment conserver leur aspect et leur maintien sous toutes les latitudes. Là, je vais faire le test d'abrasion qui consiste à contrôler la résistance du cuir au frottement. Je place l'échantillon sur le tissu abrasif. La laborantine compare le résultat obtenu avec une feuille de cotation afin d'écarter les cuirs qui ne répondent pas aux normes. Enfin, Lydie doit vérifier dans une enceinte climatique qu'il résistera en toutes circonstances. On va tester à 45 degrés en chaleur et 90% d'humidité. Au terme de cette première étape, les 4 objets de luxe ont entamé leur métamorphose. Leur dessin a été choisi, leur matière première sélectionnée, et nous allons maintenant pouvoir assister à leur fabrication. Grâce au savoir-faire des artisans, les matières vont devenir formes. Le carré se doit d'être d'une qualité sans faille, et Hermès a choisi de maîtriser toutes les étapes de sa production. C'est ici, quelque part en Isère, que des employés hautement qualifiés vont tisser l'étoffe de soie sur laquelle il est imprimé. Pour fabriquer ces kilomètres de tissu exempts de tout défaut,
42 machines travaillent sous le regard scrupuleux d'ouvrières surveillant les 23 000 fils qui s'entrecroisent au rythme infernal de 25 km/h. Le tissu de soie réalisé subit le contrôle qualité opéré par la visiteuse. Derrière ce nom poétique se cache une ouvrière rompue à l'art de détecter la moindre imperfection. La visiteuse corrige ce qui peut l'être, ou écarte définitivement le tissu imparfait qui trouvera d'autres usages. Parallèlement, en banlieue lyonnaise, les équipes d'Hermès doivent concevoir les harmonies de couleurs qui habilleront le nouveau carré. Je m'appelle Delphine, j'ai 30 ans. Ça fait environ 1 an que je suis ici à travailler sur la coloration des carrés. Je vais venir travailler avec mes couleurs et créer une harmonie colorée qui soit juste et équilibrée. Avec ces touches de couleurs, je vais les travailler après directement sur le dessin et décider de leur placement. Par exemple, là, sur les feuilles dorées, je peux décider maintenant de les voir vertes. Et là, pareil, je vais trouver des couleurs de chair pour faire ressortir le visage du personnage. Choisir une harmonie de couleurs est une tâche plus complexe qu'il n'y paraît. Le carré sera vendu sur la terre entière. Il s'agit donc d'en proposer différentes versions, aptes à séduire des clients de cultures et de sensibilités différentes. Les différents calques décomposant le dessin du carré ont été reportés sur des cadres en métal et le tissu de soie a rejoint la manufacture. L'impression, qui s'effectue sur des tables mesurant 150 mètres de long, débute par la finesse, une première couche qui reporte les contours des motifs. Ici, les artisans sont désormais assistés par des robots qui rendent cette tâche d'une précision millimétrée moins pénible. Sur les différents sites, les chaînes d'impression tournent jour et nuit, tandis que 3 équipes se relaient pour faire les 3-8. Toutes les interventions que tu fais, tu surveilles tous les motifs qui sont autour de ton dessin. Ce rythme soutenu s'étant révélé insuffisant pour répondre à la demande, Hermès ouvre régulièrement de nouveaux ateliers et doit recruter et former en permanence de nouveaux artisans. Je m'appelle Patricia, je travaille dans l'entreprise depuis 27 ans. J'ai commencé mon parcours à l'impression et aujourd'hui je suis formatrice. En ce moment, je forme Mona. Ce qui est important pour moi, c'est de transmettre mon savoir-faire. Et quand je partirai, je sais que tout ce qu'on m'a appris restera derrière moi. Toujours un petit filet et attention à la couleur sur le pot. Hop, tu tournes bien, voilà. On m'apprend tous les principes de l'impression sur étoffe. Donc depuis le début du dessin, du passage de la finesse jusqu'au dernier cadre. Et au bout de 15-20 panneaux, tu réalimentes, mais pas beaucoup. Toujours un petit filet. Le but de ma formation, c'est d'acquérir ces automatismes, que ces gestes soient naturels. Tu surveilles toujours ton titre. Oui. De façon à ce qu'il reste toujours bien cadré. Là, il mord un peu, là. Ouais. Mais attends le deuxième panneau. C'est un poste qui est quand même... qui demande un travail de minutie, qui demande un travail d'attention, c'est des gestes sûrs, c'est un travail d'excellence, en fait. Alors là, tu vois, tu es en place, la hauteur est bonne. Là, tu contrôles ton titre. N'oublie jamais l'extrémité en haut. C'est un métier qui est quand même difficile. Difficile dans le sens où on reste longtemps debout. C'est un travail aussi difficile pour les yeux parce qu'on reste longtemps concentré sur des petits détails. C'est quand même difficile et physiquement et pour les yeux aussi. Couche par couche, couleur après couleur, le carré dessiné par Annie Fèvre apparaît peu à peu.
l'atelier de haute joaillerie Chaumet, la fabrication de la bague lien est un long cheminement. Unique, chaque bijou est créé de toutes pièces et son façonnage va nécessiter les talents d'un joaillier, d'un sertisseur et d'une polisseuse. Pour toute fabrication, on fait des essais parce qu'on n'a pas la science infuse et on doit communiquer forcément avec le studio de création. Au moins pour le premier, pour le numéro 1, on est obligé de leur faire des ébauches et des maquettes pour qu'ils voient un petit peu les volumes. Pour cette préparation-là, pour la première bague lien, on a à peu près mis 8 mois. Donc ça donne la mesure de ce qu'il faut faire en amont pour arriver au résultat. Donc là, j'ai une petite maquette de la bague lien que je vous montre. Ça a le mérite de pouvoir l'essayer, ça a le mérite de pouvoir la visualiser avec la pierre qui a été choisie. Après, pour la fabrication de la bague lien, on met en moyenne 2 mois parce que on met des diamants partout. C'est une bague qui est très très fine et donc on y va doucement. C'est pas 2 mois en continu, mais il y a beaucoup d'étapes et d'opérations différentes pour arriver au résultat. Chaque artisan joaillier fait à sa propre main toute sa panoplie d'outils, qui ont tous une fonction précise et impliquent un savoir-faire spécifique. En joaillerie, il faut beaucoup d'outillage. Ça, c'est la partie pour souder. Ça, c'est un porte-scie, en fait. On l'appelle aussi le violon du joaillier. C'est un petit outil qui permet de mettre des lames de scie. Dernier point, la cheville, qui est chacun un petit bout de bois sur lequel on s'appuie pour tenir les pièces. On a chacun le nôtre. Donc, on fait des crans, on l'installe comme on veut. Et cette cheville-là, c'est un peu la carte d'identité du joaillier, dans le sens où chacun l'a travaillé à sa façon. Personne n'a la même. Le chef d'atelier est en charge de distribuer à chaque joaillier le travail qui doit être fait, suivant les aptitudes, suivant les compétences, suivant l'ancienneté, suivant les qualités de chaque personne. Alors, là, du coup, ça se passe bien? Ouais, je vais commencer le montage. T'as fait sortir le premier étage? Tout est sorti? Pas encore, mais non. Je voulais voir avec toi après les étapes une fois que j'avais tout monté. Je m'appelle Yann Richard, donc je suis joaillier. Ça fait 5 ans que je suis dans la maison Chaumet. J'ai passé mon apprentissage dans cette même maison en 2 ans. À l'atelier, on forme toujours quelqu'un par tradition. Donc on prend toujours un apprenti tous les ans qu'on forme parce que c'est un métier difficile qui demande du temps. Tu donnes un V10, il te rend les 2 étages et tu commences à souder. D'accord. Et après, on regarde ensemble si tu repasses me voir au bureau. Montage. Ouais. Ok, ça marche. Très bien. On a tous appris avec des maîtres d'apprentissage une façon de travailler qui fait la richesse de nos métiers. Donc celle-là, elle est incontournable. C'est ce qui fait la qualité des gens. On travaille toujours avec les mêmes outils qu'il y a 200 ans à la base, au départ. Donc la formation est toujours faite comme ça. Tu feras bien attention à l'écartement entre les 2 liens, que tu aies le même rapport des 2 côtés, que sur le jour soit bien équilibré. On a un métier très technique. En plus, on travaille sur des pierres précieuses, donc on a une vraie valeur dans les mains. Donc on ne peut pas travailler sur un diamant de 15 carats d'entrée de jeu quand on sort de l'école. Donc on va travailler avec des petites pierres, etc. On va se faire la main, comme on dit. Ça va tomber bien. Ouais, tombe bien. Ouais, ça va être joli, ça. Pour la fabrication de la bague lien, qui est une bague essentiellement composée de fils ronds, on va tout d'abord forger l'or en forme de fil rond de plusieurs diamètres. Une fois que cet anneau a été tourné, on a fait une mise en pierre dessus pour pouvoir venir recueillir les diamants. Le métier de joaillier, c'est à partir du dessin, fabriquer la pièce, donner le volume, faire toute l'architecture en prenant en compte les pierres et les différentes matières qui vont composer le bijou. Une fois tous les éléments soudés, on va pouvoir venir mettre le saphir dans son emplacement, le sertir et faire polir la bague. Le travail du joaillier est justifié par la richesse des pierres qui sont mises à notre disposition. Pour la bague lien, en l'occurrence, c'est une pierre exceptionnelle de 10 carats, 43 à peu près, qui vient de Madagascar, qui est un très beau saphir coussin. Quand vous avez la pierre dans la main, vous vous sentez quand même honoré et gâté. Voilà. Mais il n'y en a qu'une, la nature ne les fait pas en série, etc. Donc ça fait un objet, une pièce unique, et ça justifie aussi le travail qu'on fait. Dans les faubourgs de Limoges,
d'autres savoir-faire participent à la réalisation des bottines Weston, un classique du luxe made in France créé dans les années 1970. La fabrication de ces chaussures nécessite 180 opérations différentes et seule une trentaine de paires est produite chaque jour. Bonjour, je m'appelle Sylvain Honoré, je suis responsable de fabrication chez Weston depuis maintenant 13 ans. Ici, vous êtes à la manufacture JM Weston, à Limoges, où on fabrique l'intégralité des chaussures qui sont vendues dans le monde entier. La bottine est composée d'une vingtaine d'éléments, dont le dessus de la chaussure est coupé en un seul morceau. À la manufacture, tout commence dans le stock, où sont entreposés les cuirs destinés aux tiges, la partie haute du soulier. À part le veau, on utilise de nombreuses peaux exotiques, telles que le requin, l'autruche, le lézard et également le croco que vous voyez en ce moment dans mes mains. Le coupeur ici va venir récupérer sa peau pour pouvoir faire sa coupe de la chaussure Weston. La marque n'utilise que des peaux sans défaut. Qu'il coupe à la main ou soit assisté d'un ordinateur, l'artisan coupeur expertise d'abord le cuir pour en écarter les parties endommagées. Je m'appelle Jean-Pierre, je travaille dans la chaussure depuis 1974 et je travaille chez Weston depuis 1985. Je suis coupeur même, donc on a une technique traditionnelle. Voici mes outils, un chasse-peau, une tire et un tire-point. Là, je vais découper une bottine. Et après, je prends un petit modèle pour passer le maximum de morceaux dans la peau. Pour bien maîtriser son sujet, il faut plus d'un an. Durant la coupe, une des opérations clés de la fabrication de la bottine JM Weston est le cambrage. Cette opération en fait consiste à galber cette grande pièce de cuir sur un bois, favorisant en fait la durée de vie de la chaussure. Ensuite, on assemble ces différents éléments qui vont composer le dessus de la chaussure. On va utiliser pour ça un fil coton qui s'accordera parfaitement avec la matière noble qu'on utilise ici et qu'on travaille, le cuir. Du fait de la précision et du détail de cette opération, le savoir-faire est très long à acquérir. C'est la partie qui va sublimer le dessus de la chaussure. Il nous faut beaucoup de temps pour former de bonnes couturières à cette étape-là. JM Weston a toujours refusé de délocaliser sa production, même si le recrutement d'artisans spécialisés est difficile en France. L'entreprise a depuis longtemps mis en œuvre des collaborations avec les rares compagnons spécialisés dans la chaussure. Je m'appelle Adèle, j'ai 23 ans. Je travaille chez Weston depuis à peu près 1 an. Et donc cette année, je fais de la piqûre. Ce qui est difficile dans la piqûre, c'est vraiment la précision. Il ne faut pas tomber à côté pour être bien à la bonne distance du bord, pour être régulier dans les points, pour pas qu'ils aient des largeurs différentes quand on fait les virages ou des choses comme ça. Au départ, il faut y aller doucement pour cerner la matière qu'on a entre les doigts. Et une fois que c'est bon, on peut y aller plus vite. Ça devient vraiment instinctif. Il faut arrêter de penser, complètement oublier l'environnement et ne plus voir que les traits, et les mains font le travail à notre place en fait. L'intérêt du savoir-faire pour moi, c'est de pouvoir, une fois qu'on le maîtrise, se départir de la technique. Dès qu'on maîtrise son métier de manière vraiment pointue, on peut partir vraiment dans le côté créatif et vraiment s'éclater et faire des choses qui nous correspondent. Mon parcours, en fait, j'ai passé un bac littéraire et après je me suis orientée en licence de lettres modernes. Donc j'ai fait mes 3 années, j'ai eu ma licence et pendant ces 3 années, je me suis bien rendu compte que c'était pas ma voie et que j'avais vraiment plus une orientation manuelle. J'ai beaucoup fait d'art plastique, des choses comme ça. Je me suis vraiment rendu compte que c'était ça que j'avais envie de faire, que c'était de travailler de mes mains, que c'était de concevoir des petites choses très minutieuses, très fines, délicates. Et donc, j'ai décidé de partir dans l'artisanat. Vraiment, ce qui m'importait, c'était de créer des choses utiles. C'est de faire des choses utiles, voilà. Et les chaussures, je pense que ça a sacrément son rôle, voilà, sacrément utile. Après, on peut faire de cet objet-là un objet utile et beau. Et c'est ça qui est intéressant.
Ici, on se trouve au montage. Cette étape de la fabrication de la chaussure consiste à assembler le haut de la chaussure, qu'on appelle tige, avec la semelle intérieure, qu'on va appeler première de montage. Pour cette opération, il s'agit de venir galber, plaquer la tige sur la forme en tirant très fort dessus pour lui donner du volume. C'est à ce moment-là, en fait, que la chaussure prend toute sa dimension et on n'est plus sur quelque chose de plat, mais vraiment quelque chose en volume. Si la paire de Weston est un objet cher mais durable, c'est aussi grâce au cousu Goodyear. Cette technique, importée des États-Unis par le fondateur de la marque à la fin du 19e siècle, consiste à coudre une bande de cuir autour du soulier. Le principe du cousu Goodyear permet en fait de ressemeler la chaussure régulièrement en fonction de l'usage et de la durée de la vie de la chaussure et d'augmenter cette vie de plusieurs années. Ainsi, vous gardez la même chaussure et vous la réparez avec des méthodes très traditionnelles. Le ressemelage est effectué au sein même de la manufacture. D'anciens modèles venus du monde entier repassent dans les mains des artisans pour être restaurés. Ce jour-là, c'est Jordan, un autre apprenti, qui officie. Je m'appelle Jordan Bourret, j'ai 20 ans. Là, en ce moment, je suis à la réparation. Ça consiste à démonter des paires usagées, de faire des semmelages complets par la suite. Ce qui est bien à la réparation, c'est qu'on garde le contact avec les outils et non les machines. J'ai choisi cette filière parce que j'ai une famille qui est dans le cuir depuis des générations. Mon grand-père, il est compagnon sellier. Mon père est maroquinier de métier. Et donc, moi, j'ai choisi d'être cordonnier pour justement reprendre l'entreprise à mon père et mon grand-père. Et donc, développer un peu tout ce qui est chaussures sur mesure, botterie. Voilà. En créant le 255, Gabrielle Chanel a révolutionné l'histoire des sacs à main et contribué sous une forme assez inédite à la libération des femmes. Elle a eu l'idée de créer ce sac en bandoulière parce qu'elle aimait fumer, qu'elle aimait mettre les mains dans ses poches, donc elle voulait avoir les mains libres. Et ça, c'était très très nouveau à l'époque. Et puis aussi, ce qu'il y avait de nouveau, c'était sa fonctionnalité. C'est-à-dire que l'intérieur est bordé de gros grains rouges. Comme ça, on voit ce qu'il y a dedans, parce que noir sur noir, on voit rien. Et puis elle avait mis plein de petites poches secrètes. Ici, les dames des ateliers disent que ça, c'est le sourire de la Joconde, pour mettre son ticket de vestiaire. Maintenant, on dit son ticket de métro. Mademoiselle Chanel s'est installée dans cet appartement un peu après 1935. Ici, vous avez beaucoup de choses qui symbolisent Mademoiselle, et entre autres, ces petits coussins matelassés. Et nous pensons que c'est ce matelassage qui a donné naissance à ce sac matelassé, qui est né en février 55. Je vous ai apporté 2 petits morceaux de patron pour réaliser ces sacs. Vous voyez très bien le matelassage dessiné sur ce patron qui date de 1955. Ça se coupe pratiquement comme une robe. Et ça se fait comme une robe. Le 255 requiert une fabrication associant fait main et haute technologie. Automatisée, la piqûre du matelassage est réalisée par un robot qui résout un problème de géométrie. Une fois le sac assemblé, tous les losanges doivent coïncider et un programme informatique conçu spécifiquement permet de préparer cet agencement millimétré. Maintenant que j'ai fini le matelassé noir, mon logo est en bordeaux, donc j'ai changé mon fil. Je vais lancer le programme. Donc là, il faut que les piqûres soient bien superposées. Donc voilà, la piqûre de mon logo est terminée. Donc là, je contrôle que mes piqûres soient bien superposées. Voilà, mes morceaux sont beaux, donc ils sont prêts à partir à l'assemblage.
Le 2,55 est vraiment fait dans nos ateliers comme une robe de haute couture. On peut choisir ce qu'on veut. Ça va du jersey à l'agneau, mais on peut le faire en crocodile, en alligator, en lamé, en soie. C'est vraiment une création couture. Il est composé de 50 morceaux et il est assemblé par 180 opérations différentes. Entre 10 et 18 personnes travaillent pour faire un sac. Accessoire de mode, le 2,55 est constitué de 2 sacs qui, une fois lovés l'un dans l'autre, n'en font plus qu'un. Lors de sa fabrication, ces différents morceaux sont assemblés entre eux à l'envers, côté couture, comme pour un vêtement. Tous les morceaux sont à plat sur la table, donc on les assemble les uns sur les autres pour arriver à un sac en volume. La tâche la plus difficile, c'est la piqûre. Donc parce qu'il y a beaucoup de règles à respecter, donc les règles qualité Chanel. Il faut avoir une bonne maîtrise de la machine. Grâce, tu peux venir voir, j'ai fini la poste. Bon là, Elodie, tu vas faire correspondre tous tes losanges. Il faut que tout se suive. Voilà, il faut que ça fasse qu'une seule pièce. D'accord. Je forme Elodie, je l'accompagne dans tous ses gestes. Je la suis, je l'aide à évoluer. J'ai 22 ans, je suis dans l'entreprise Chanel depuis septembre où j'ai intégré le pôle de compétences pour compléter ma formation de maroquinière. Là dans le sac, je suis en train de piquer la poche d'eau sur le corps extérieur. Donc en fait, il faut respecter les valeurs de couture, faire en sorte que ce soit homogène. Dans le métier de maroquinier, ce qui est compliqué, c'est d'être concentré toute la journée sur des petites pièces. J'ai choisi cet univers parce que justement, je suis quelqu'un de très minutieux, j'aime la qualité. Et je suis un peu perfectionniste aussi. Nous voici parvenus au terme du voyage. Dans les métiers du luxe, les finitions sont particulièrement soignées. Vendus très cher sur l'ensemble du globe, ces produits d'exception doivent tenir toutes leurs promesses. Une fois l'impression achevée, le rouleau de soie de 150 mètres de long est mis à sécher. Chez Hermès, la dernière étape est la confection, et sa réussite repose entre les mains expertes d'un seul artisan. Je m'appelle Laure, j'ai fait un BEP couture floue, donc sur mesure, et un bac pro artisanat et métiers d'art. Je fais la finition du carré, donc je roulotte les bords. Rouler, en fait, c'est que je forme un rouleau avec mes doigts et je fais des points de 1 mm tous les 0,7 mm. Pour réaliser un carré, il faut 45 minutes, donc on peut prendre 45 minutes, un petit peu plus. Le temps, c'est pas ce qu'on regarde. C'est vraiment la qualité de la finition du carré. Il faut aimer la précision en fait. Donc là, je termine mon rouleau. Donc je rejoins là où j'ai commencé. Et je vais le terminer sans faire de nœud, parce qu'il n'y a pas de nœud dans le carré. Alors la plus grande difficulté pour moi, c'est de maintenir toute la journée la même régularité. Une fois que j'ai terminé mon carré, que j'ai posé la griffe, vérifié et plié, il part au repassage, où il est recontrôlé encore une fois. Et j'en recommence un autre. Chez Chaumet, c'est au tour du sertisseur d'entrer en scène.
Son rôle est d'ajuster les pierres précieuses dans chacun des éléments de la bague lien que le joaillier a façonné. Je travaille sur un élément d'une bague lien. Là, je vais prendre la pièce à main pour agrandir le trou, pour que je puisse ajuster, ramener la pierre dans le trou, jusqu'au moment où c'est bien ajusté la pierre. Là, je vais pousser le diamant pour qu'il soit bien assise. Une fois que c'est bien assise, je les nettoie. J'enlève toutes les aspérités autour. Bien sûr, c'est des pierres qui font de 8/10 de grosseur. Ça fait presque une tête d'épingle. Régulièrement, le sertisseur fait contrôler son travail. Ouais, c'est bien, c'est ça. Voilà. Maintenant, la pierre ne bougera plus. Une fois que je finis les pièces de sertir, je les démonte du ciment et je donne au joaillier et il va construire la bague. Tous les ans, on va faire quelque chose de différent. C'est ce que j'aime bien dans mon métier, en fait. Je suis pas à l'usine, là. Je suis pas à reproduire en série des choses que je fais bien, mais qui, au bout d'un moment, me passionnent plus tellement. Je suis plutôt sur la préparation de pièces uniques qui vont servir peut-être à faire de la série, mais à la base, il y a quand même un atelier qui prépare les pièces. C'est le travail de toute une maison qui fait la pièce au final. Voilà. Fin de ce lent cheminement. Le polissage constitue l'ultime étape de fabrication de ce bijou. À Limoges, dans les ateliers de J.M. Weston, les finitions s'appellent le bichonnage. Ici, on va s'affairer à retrouver toute la beauté du cuir comme à l'origine, puisqu'on l'a travaillé, on l'a humidifié et on l'a tiré également pour le montage. Donc ici, on va passer du cirage, on va s'attarder sur la semelle, on va bichonner tout ça pour qu'à la fin, le produit soit parfait. Pour le 2,55, les finitions consistent d'abord à rifter les œillets, puis à poser la chaîne. Maintenant, je pose le sac sur le portant pour qu'il aille au contrôle. Je suis au contrôle final du sac, c'est-à-dire le sac terminé, et je contrôle tous les points de vigilance. C'est-à-dire que si je trouve une anomalie, je l'écarte de la série. Voilà, donc je commence par contrôler toujours l'intérieur du sac si les piqûres sont bien régulières. Je vérifie ma couture du CC. Une fois que j'ai fait ça, je prends mon sac toujours de droite vers la gauche. Je vérifie l'extérieur du sac. Voilà. Après, je vérifie mon fermoir s'il est bien, s'il est pas rayé. Je replace bien avec mes doigts pour pas casser le deuxième rabat. Maintenant, je remets mes petites feutrines. De temps en temps, je tombe sur un sac avec un défaut, donc je l'écarte de la série et puis je le mets de côté et ben, ça sera un sac qui ne sera pas vendu. Genre un fil qui dépasse, on ne l'accepte pas et on le remet de côté. Voilà, je prends mon sac, je vais vérifier la hauteur de la chaîne. Voilà, je contrôle. Une fois que c'est contrôlé, le sac est mis sur un autre portant, prêt à partir. Comme tous les produits de luxe, ces sacs conçus pour faire rêver seront bientôt vendus à prix d'or sur les plus belles avenues du monde. Il en va de l'image et de l'avenir des groupes de luxe, de continuer à faire vivre ces savoir-faire si particuliers, ces métiers méconnus où la minutie et la patience sont de mise. Quand une pièce est réussie, il faut savoir qu'on a passé énormément d'heures. Une fois qu'elle est faite, c'est un peu comme une œuvre d'art. On n'est pas sûr de pouvoir la refaire aussi bien après. Donc, il faut vraiment que les gens apprécient. C'est pas de l'industriel, c'est du fait main. Il y a un artisan derrière. Il y a quelqu'un qui a une sensibilité. Il y a quelqu'un qui a un savoir-faire, justement, qui a de la technique, qui réfléchit, qui dort pas la nuit des fois. Mais en tout cas, il donne le meilleur de lui-même. Le luxe vraiment made in France
repose sur ses savoir-faire, un patrimoine culturel et technique dont les artisans perpétuent quotidiennement l'héritage. Ce n'est pas uniquement un objet de soi, c'est toute une histoire de faire beau, de faire le beau, voilà, tout simplement aussi. Mais en équipe, chacun donne le meilleur. Fait main, les objets qu'il façonne recèlent un supplément d'âme dont aucun produit industriel fabriqué à la chaîne ne peut s'enorgueillir. J'ai fait une petite paire de mocassins. Voilà, donc il est en cours d'élaboration, alors il y a plein de choses qui ne vont pas encore. Là c'est une forme 37, alors j'espère qu'elles seront à mes mesures et que je pourrai les mettre. Voilà.